Chères étudiantes et étudiants, bonjour. Donc, après avoir défini dans l'introduction l'entreprise, le concept d'organisation, le concept de gestion, et rappelons-le, nous avons donné une définition du concept d'entreprise, tant au niveau macroéconomique qu'au niveau microéconomique. Nous allons, dans ce chapitre, étudier les modes d'analyse de l'entreprise, ou, en d'autres termes, quelles sont les différentes missions de l'entreprise. Mais avant d'analyser ces modes d'analyse, je vous présente, en guise de bibliographie, à titre indicatif, un certain nombre d'ouvrages que vous pouvez consulter pour approfondir vos connaissances dans ce domaine, dans le domaine de l'entreprise et du management. Il y a l'ouvrage d'Henri Fayol, Administration industrielle et générale. Il y a l'ouvrage de Chandler sur les stratégies et les structures de l'entreprise, de Landrier sur l'entreprise polycellulaire, de Henriet sur le leadership et le management, d'Henri Nietsberg portant sur le management et les organisations, et le collectif en 2 tomes portant ou traitant de l'économie de l'entreprise, puis les achats, sur les fonctions, la fonction achat au sein de l'entreprise, un ouvrage dans la collection Que sais-je, paru dans la presse universitaire de France du Tietard, sur le management, et l'ouvrage sur les clés de la gestion de Rachid Mrabt. Alors, rappelons que l'entreprise est une entité économique qui est juridiquement autonome, composée de personnes qui mobilisent leurs énergies, les moyens matériels et l'argent, c'est-à-dire les capitaux pour produire des biens ou des services pour le marché. Alors, cette définition montre que l'entreprise est une réalité complexe. Elle remplit de multiples fonctions. Aussi bien dans le domaine économique que social. Et à ce titre, plusieurs approches permettent d'appréhender, de comprendre ces fonctions. Le premier mode d'analyse de l'entreprise, c'est que l'entreprise est une unité de production et de répartition des richesses, des biens et des services.
En effet, l'entreprise utilise des facteurs de production, capital, travail, ressources naturelles, afin de produire des biens et des services. Ces matières premières, ces facteurs de production, on appelle des inputs. On l'appelle aussi des entrants. On l'appelle aussi des intrants. Grâce à ces inputs, elle produit des biens ou des services destinés au marché, au consommateur, à l'utilisateur, qu'on appelle les outputs, les sortants ou les extrants. Alors, ces biens et ces services peuvent être durables sous forme d'équipements, de ménages, d'investissements pour les entreprises. Pour les entreprises, ils peuvent être des biens de consommation qui sont détruits lors de leur utilisation. Les services peuvent être des services marchands qui sont destinés aux ménages comme le coiffeur, le transport, ou des biens marchands destinés aux entreprises comme l'expert comptable, les services gardiennage. Ils peuvent être également des services non marchands qui sont fournis aux ménages comme l'enseignement, comme la formation professionnelle, comme la santé publique. Et ils peuvent être également non marchands, mais destinés cette fois aux entreprises, comme les chambres de commerce, l'ANAPEC, etc. Donc, la production de ces biens ou ces services sur le marché engendre une valeur ajoutée. Donc, une fois les produits ou les services sont produits, sont fabriqués, ils sont vendus sur le marché. Et c'est à ce moment-là que lors de la confrontation de l'offre et de la demande, et au moment de l'achat, il dégage un profit qu'on appelle une valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée constitue la richesse de l'entreprise. C'est grâce à cette valeur ajoutée que l'entreprise se développe, que l'entreprise rémunère, paie ses achats, paie les salariés, paie le dirigeant, paie les cotisations, etc. Donc, la valeur ajoutée, si vous voulez, c'est un gâteau. Il est réparti. Chacun prend une part. C'est le résultat du fonctionnement, du travail de l'entreprise. Il est défini comme étant la différence entre la valeur de la production de l'entreprise et des achats des biens et des services utilisés pour la réalisation de cette production. Donc, la valeur d'achat et la valeur de production. Cette richesse créée par l'entreprise est répartie sous forme d'impôts que l'État ou que l'entreprise donne à l'État et collectivités locales, donc les impôts pour l'État, les taxes pour les collectivités locales, sous forme de cotisations que l'entreprise donne aux organismes sociaux, comme la CNSS par exemple,
sous forme de revenus de capital, c'est-à-dire les intérêts, lorsque l'entreprise emprunte des capitaux sous forme d'intérêts aux banques. Également, quand l'entreprise emprunte de l'argent chez la banque et lui remet des intérêts sous forme de dividendes aux associés, parce que les associés ont investi leur argent, donc ils reçoivent un intérêt sous forme de dividendes, appelé dividendes, sous forme également de salaire et de participation aux résultats pour les salariés. Donc les salariés touchent un salaire en contrepartie de leur travail. Et une partie qui reste, il reste pour l'agrandissement, le développement de l'entreprise qu'on appelle l'autofinancement. Donc, la valeur ajoutée produite, elle est répartie sous forme d'impôts, de cotisations, de revenus, d'intérêts, de dividendes, de salaires et d'autofinancement. C'est pour cela qu'on dit que l'entreprise est le producteur de richesses. Ces richesses, justement, elle est répartie et tout le monde en bénéficie. Si on schématise ce que nous avons vu, on a vu que l'entreprise, elle produit des biens et services qu'elle peut vendre à l'État. Il y a des entreprises qui vendent des biens et des services à l'État. Il lui donne des impôts. Elle reçoit des règlements pour les biens et services vendus. Elle reçoit des subventions de l'État. Pour les autres entreprises, il leur donne des biens et des services. Ils peuvent vendre également des entreprises des biens et services aux autres entreprises. Il leur donne également du revenu de capital, mais il leur donne également des règlements pour les achats achetés, pour les produits achetés des entreprises, et elle reçoit des règlements pour les biens et les services qu'elle leur a donnés. Elle reçoit des fournitures et elle reçoit des investissements en contrepartie du revenu du capital. Pour les organismes sociaux, ils leur donnent des cotisations. C'est la part que donne l'entreprise aux organismes sociaux pour ses salariés. Elle leur donne également des biens et des services. Si les organismes sociaux achètent des biens et des services de l'entreprise, elle reçoit des règlements en contrepartie des biens et services. Elle reçoit des prestations en contrepartie des cotisations. Pour les ménages, elle leur donne des biens et des services, les consommateurs, ils les achètent, des revenus du capital, parce que les ménages donnent des investissements, donc ils leur donnent des revenus, ils leur donnent également des salaires en contrepartie du travail qu'ils font, et des investissements, des revenus du capital en contrepartie des investissements lorsque les ménages achètent des obligations ou des actions dans l'entreprise. Donc, il y a un échange. Et au fur et à mesure que l'entreprise améliore son efficacité et son efficience, elle dégage
ce qu'on appelle des gains de productivité. Ces gains de productivité lui permettent d'augmenter le salaire de son personnel, d'accroître les dividendes à des associés, de diminuer les prix de vente pour accroître ses ventes ou son chiffre d'affaires, pour rembourser ou amortir ses emprunts, pour augmenter sa capacité d'autofinancement qu'on appelle le cash flow, c'est-à-dire pour augmenter les résultats. Donc, chaque fois, au fur et à mesure que l'entreprise se développe, elle augmente sa valeur ajoutée qui lui permet d'augmenter, d'accroître les résultats et également les parties ou les contreparties qu'elle donne aux autres organismes partenaires. Le deuxième mode d'analyse concerne la décision. En effet, quelle que soit l'importance des actions et des moyens que l'entreprise doit entreprendre pour atteindre ses objectifs, elle doit prendre des décisions. Et une décision est le choix réalisé à un moment donné, dans un contexte précis, en tenant compte des contraintes et des objectifs à atteindre. Donc, le choix la décision est un choix. Donc, quand on dit un choix, il est volontaire. Un choix intentionnel qui est fait à un moment donné. C'est-à-dire que le choix, il est fait à un moment donné compte tenu de la réalité du moment, des contraintes du moment, des avantages, des opportunités du moment. Autrement dit, le choix peut différer, ou la décision peut différer d'un contexte à un autre, en fonction des données qui existent, qui s'imposent durant le moment où la décision est prise. Les décisions changent en fonction, bien sûr, de la réalité du contexte ou de l'environnement, compte tenu des contraintes, compte tenu des objectifs à atteindre. Et tous les niveaux de l'entreprise prennent des décisions. Tout le monde prend des décisions. Depuis le sommet de l'entreprise, des dirigeants, jusqu'au dernier, les contremaîtres, les agents de maîtrise, c'est-à-dire à la base, tout le monde prend des décisions selon ses compétences, selon son niveau au sein de la hiérarchie de l'entreprise. Je parle de hiérarchie. On dit hiérarchie avec un H. C'est-à-dire la succession des niveaux de responsabilité et d'autorité. Au sommet de la hiérarchie, il y a le chef de l'entreprise ou les actionnaires qu'on appelle le top management. Et en bas, juste en bas, il y a les directeurs, le directeur général,
qu'on appelle le senior management, et il y a les junior management, donc au niveau de chaque fonction, et il y a le middle management, qui sont à la base des chefs de groupe, les contremaîtres, les agents de maîtrise. Donc, à chaque niveau de l'entreprise, on prend des décisions qui sont relatives à ce niveau-là, qui correspondent à ce niveau-là. Et on peut grouper les différentes décisions en 3 catégories. Telles qu'ils ont été définis par Igor Ansoff dans son ouvrage Stratégie de développement de l'entreprise. Il a défini d'abord les décisions stratégiques, c'est-à-dire des décisions irréversibles, qu'on ne peut pas revenir là-dessus, qu'on ne peut pas les corriger une fois prises. Elles concernent le développement de l'entreprise, ses orientations, et ils engagent l'entreprise, je puis dire, définitivement, pour de bon. Par exemple, quand la banque commerciale et la banque Wafa Bank ont fusionné pour donner maintenant At-Tijari Wafa Bank, c'est une décision définitive, irréversible. Donc, c'est une décision stratégique quand une entreprise achète une autre ou absorbe une autre. C'est une décision stratégique. Deuxième type de décision, ce sont les décisions administratives ou tactiques, c'est-à-dire des décisions dont les effets apparaissent à court terme. Ces décisions sont, par exemple, les moyens à mettre en œuvre en répartissant les tâches et l'autorité, comme l'acquisition de ressources, l'organisation de travail, la sélection d'un fournisseur, par exemple. Donc, ces décisions sont des décisions de gestion. Elles sont importantes, mais une erreur ou une maladresse n'est pas catastrophique en général, mais seulement elle a un coût. C'est choisir un fournisseur, on peut s'en débarrasser, on peut l'annuler, on peut le supprimer, mais il a un coût parce qu'il y a un contrat avec ce fournisseur. Donc, la décision administrative, elle est réversible, mais elle a un coût important. C'est pour cela que elle est confiée à des directeurs fonctionnels, à des directions opérationnelles. Alors que la décision stratégique, elle est donnée et elle est confiée aux décideurs, au top management, parce que toute erreur est fatale pour l'entreprise. Troisième type de décision, c'est les décisions opérationnelles de routine, sont des décisions
courante. Toute erreur n'est pas importante. Généralement, quand elles sont prises, et non pas, quand elles sont évitées, il n'y a pas, qu'il y ait un risque, qu'il y ait une erreur, il peut être corrigé à faible coût. Par exemple, achat de fournitures de bureaux, distribution de la paie des salariés. C'est pour cela qu'ils sont confiés aux chefs d'atelier, aux agents de maîtrise. Donc, parce qu'elles présentent peu de risques. Il n'y a pas, ce sont des décisions sans problème majeur. Voilà les trois types de décisions que l'entreprise prend ou que les gestionnaires de l'entreprise prennent à la longueur, toute la journée, à longueur de journée. Et étant donné qu'il y a plusieurs centres de décision, et parce que ces décisions varient en fonction de la taille de l'entreprise. Chaque fois, au fur et à mesure que l'entreprise s'agrandit, le nombre de centres qui prennent les décisions deviennent plus importants. Par conséquent, il nécessite une coordination. Car personne ne peut, par manque de temps et de compétences encore, il ne peut pas concentrer toutes les décisions chez lui. Par conséquent, il doit déléguer, confier une partie de son pouvoir à d'autres personnes, à des collaborateurs qui travaillent sous ses ordres. Donc, le management finalement est la résultante d'une myriade de décisions. C'est-à-dire un ensemble de décisions prises par les différents délégataires de l'autorité, c'est-à-dire à qui on a délégué le pouvoir. Nous avons dit qu'une personne ne peut pas prendre tous les pouvoirs. Par conséquent, il délègue une partie. Il délègue à qui? À un délégataire de l'autorité. Le troisième mode d'analyse de l'entreprise, cette fois-ci, c'est au niveau social. Car l'entreprise rassemble des individus qui consacrent à leur travail un temps appréciable. Ils passent pratiquement leur vie, une très grande partie de leur vie au sein de l'entreprise. Et il est en même temps un lieu d'épanouissement et un lieu de frustration également. Il peut être également un lieu de conflit. Donc, l'individu passe toute sa vie pratiquement, les fleurs de sa vie dans l'entreprise. Il a des attentes, il a des ambitions, et au cours de ces ambitions, il peut entrer en conflit avec les intérêts d'un autre. Il peut être frustré, et ça peut engendrer des conflits. Un lieu d'épanouissement, car l'entreprise permet aux salariés d'être coopératifs, d'être actifs, de communiquer, de se sentir utiles, d'utiliser ses capacités physiques, intellectuelles, mais elle peut être également un lieu d'antagonisme, un lieu de frustration.
Car les relations qu'entretiennent les individus à l'intérieur de l'entreprise, elles créent ce qu'on appelle des antagonismes, des conflits d'intérêts. Chacun a un intérêt différent de l'autre en raison de la personnalité de chacun, en raison des désirs de chacun, de ses croyances, de ses ambitions, de son comportement. Donc, des crises apparaissent alors au niveau des relations individuelles ou au niveau des groupes et dans différentes sphères de l'entreprise, dans différents lieux, emplacements de l'entreprise. Au niveau de chaque fonction, on peut trouver des conflits. Et pour éviter ces crises, ou éviter que ces crises ne dégénèrent, n'explosent, ne deviennent plus dangereuses, le dirigeant doit maintenir un bon climat social dans l'entreprise pour prévenir et traiter les conflits. L'entreprise est une cellule sociale qui, pour éviter justement ces conflits, un lieu de conflit, pour éviter ces conflits, le manager doit suivre le domaine social ou le côté social de l'entreprise. Et pour ce faire, il doit utiliser un certain nombre d'outils pour prévenir ces conflits. Donc, il établit ce qu'on appelle un tableau de bord. Ce tableau de bord, qui est un ensemble d'indicateurs qui lui permettent de l'avertir, de lui montrer les problèmes potentiels, comme par exemple l'indicateur de mobilité, qui lui donne des indications sur les taux d'entrée, les taux de sortie, le ratio de remplacement, ce qu'on appelle le labor turnover, c'est-à-dire les départs pour raison de démission et les rentrées, les recrutements. Et il lui donne, si les départs sont plus importants que le recrutement, attention, il lui donne il lui l'avertisse sur le fait qu'il y a un malaise quelque part. Il doit chercher. Il y a les indicateurs d'intégration, c'est les taux de départ. Est-ce que les individus ou les salariés recrutés sont intégrés ou bien ne sont pas intégrés? Donc, les taux de départ. Il y a les indicateurs liés à l'emploi, comme par exemple l'ancienneté dans l'entreprise. Est-ce que les gens restent dans l'entreprise le plus longtemps possible ou pas? Il y a les indicateurs liés à la masse, la rémunération également. Et la masse salariale, ce qu'il distribue comme salaire, est-ce que il est intéressant pour les salariés ou pas par rapport à une autre entreprise du même secteur, etc. Donc, ces indicateurs permettent de comparer périodiquement les résultats aux objectifs et ils analysent les écarts, la différence entre les résultats et les objectifs pour déterminer l'action à entreprendre. De même, pour éviter que les conflits dégénèrent en crise, le dirigeant veille à l'application de la législation sociale, c'est-à-dire la législation sur le travail. Nous avons dit que l'entreprise est
est une entité juridique, rappelez-vous. Donc, elle travaille sous le contrôle de la loi. Donc, l'application de la législation de travail qui permet de structurer le travail également, elle permet de structurer les interactions entre les individus. Le quatrième mode d'analyse, c'est l'entreprise est un système. Un système, c'est un ensemble de proportions et de relations relatives à des composantes agencées, structurées, ordonnées et en constante interaction pour atteindre un résultat précis. Exemple, le système solaire est un système, le système nerveux. C'est un ensemble de composantes qui sont en relation entre elles et agencées d'une façon structurée, ordonnée. Et également ces différentes composantes qui sont différentes mais qui sont en interaction pour atteindre le but. Si on prend l'entreprise, il y a la fonction achat, il y a la fonction production, il y a la fonction commerciale, il y a la fonction marketing, il y a la fonction ressources humaines. Toutes ces fonctions, il y a la fonction financière, la fonction comptable. Toutes ces fonctions, différentes l'une de l'autre, chacune est différente de l'autre. Mais elles travaillent en interaction continue. Ils sont structurés pour qu'ils puissent atteindre le but. Chacune doit travailler en relation avec l'autre. Elle ne doit pas travailler d'une façon indépendante de l'autre, différente de l'autre. Oui, sa fonction est différente de l'autre, mais il doit être en coordination, travailler en collaboration entre les différentes, entre elles. Et l'entreprise est considérée comme un système. Le système, il est global, il est organisé d'abord, car l'entreprise est dotée d'une organisation interne appelée structure. Elle est ouverte sur l'environnement, elle est régulée, elle est concrète, elle est finalisée et elle est dynamique. Reprenons d'abord un à un les différentes composantes de ce système, qui est global, car la composante ne constitue un système que si tous les éléments s'intègrent dans l'ensemble. Il a une finalité, car il doit tendre vers un but, et il est en interaction structurée, ordonnée et organisée pour atteindre ce but. Organisée d'abord, car l'entreprise est dotée d'une organisation interne, appelée structure. Et cette structure lui permet de coordonner l'ensemble de ses organes. Ces organes sont hiérarchisés et spécialisés en fonction, en service, au niveau hiérarchique, et ils sont liés entre eux par des liaisons hiérarchiques fonctionnelles ou de conseil. La hiérarchie, comme je l'avais défini tout à l'heure,
c'est une autorité d'une personne sur la totalité de l'activité d'une autre. Hein? La hiérarchie, c'est la dépendance. Hein? Ces sous-systèmes sont, ou ces organes sont indépendants et ils sont hiérarchisés. Et ils sont bien sûr spécialisés. Spécialisés en fonction, en service, au niveau hiérarchique. L'entreprise est organisée en sous-systèmes. Puisqu'on parle de système organisé, donc comment l'entreprise est un système organisé? Parce que elle est organisée en sous-systèmes. D'abord, selon les flux, on peut trouver un flux, c'est un mouvement qui circule donc dans les sous-systèmes. Donc on peut distinguer sous-systèmes physiques comme la production, par exemple, qui réalise les transformations physiques ou la distribution. Il y a les sous-systèmes financiers par les échanges monétaires. Il y a le sous-système de gestion qui traite les flux d'informations. Selon le type d'activité, l'entreprise est un système car elle comprend des sous-systèmes de production de biens et de services, de sous-système marketing qui fait les études des besoins des consommateurs en quantité et en qualité, le sous-système commercial qui s'occupe de la vente et de la distribution des produits, le sous-système comptable et financier qui collecte les ressources de financement, les capitaux, l'emprunt pour permettre à l'entreprise de financer son activité, et le système de ressources humaines qui s'occupe de l'embauche, des rémunérations, des motivations, etc. Si on schématise cette entreprise organisée en sous-système, on trouve la fonction de direction qui s'informe, décide, explique, motive et contrôle. Donc, il dirige la fonction de distribution, la fonction de production et la fonction logistique, les approvisionnements, les équipements. Donc, on trouve au sommet, elle est organisée en sous-système. Et ici, à l'intérieur, il y a les liens entre chaque fonction. Nous avons dit que l'entreprise est un système, car toutes les parties sont organisées, agencées, structurées et en constante évolution. Elle est en évolution dynamique, en interaction dynamique. Chaque partie, chaque sous-système, elle est en lien avec les autres. La fonction logistique avec la fonction de distribution et l'inverse. La fonction de distribution vers le marché, la fonction logistique et approvisionnement s'occupe des fournisseurs, il est en lien avec les fournisseurs. La fonction de distribution est en lien avec les clients. Il y a des liaisons hiérarchiques. Ce sont des liaisons hiérarchiques entre la fonction de direction
Et il y a les liaisons internes entre les différentes fonctions et les liaisons externes entre les sous-systèmes de l'entreprise et l'extérieur. Donc, finalement, on trouve que l'entreprise est en lien permanent, en interaction permanente avec ses composantes internes, entre les composantes internes d'une part, et entre les composantes internes et les composantes externes, le marché, les clients, les fournisseurs, etc. La deuxième caractéristique du système, c'est un système ouvert. C'est-à-dire que l'entreprise est en interaction avec son environnement par l'intermédiaire de ces sous-systèmes qui échangent des flux. Elle obtient des flux de son environnement. Ce sont les inputs, matières premières, consommables, capitaux, subventions, embauches. Elle traite ces inputs et les restitue à son environnement sous forme d'output. Les matières premières sont transformées et sont sorties sous forme de produits finis. Les capitaux, les subventions sont trouvées et les sorties sous forme d'intérêts aux banques, d'impôts à l'État, des taxes aux collectivités. Les embauches, ils recrutent des cadres non formés, elles les forment à l'intérieur de l'entreprise et elles donnent des personnes, des ingénieurs formés au sein de l'entreprise qu'on appelle des compétences. Voilà le schéma d'un système ouvert. Par exemple, regardez, les différentes composantes sont en lien entre elles. Il y a des inputs au sein de l'entreprise, sont transformés par les différents systèmes et ils sortent sous forme de sortants ou des extrants ou d'output. Donc, si on reprend la définition du système, c'est un ensemble de proportions et de relations relatifs à quoi? À proportions aux relations. Regardez les proportions et les relations. Relatifs à des composantes agencées, organisées de façon structurée et en interaction permanente pour atteindre un but. L'entreprise, système organisé, système ouvert, mais également c'est un système régulé. En effet, l'évolution technologique, l'évolution du goût des consommateurs peuvent rendre les produits de l'entreprise inadaptés aux exigences du marché. Parce que, vu les différences des modes, des habitudes de consommation, l'entreprise peut un jour trouver ces produits, constater que ces produits sont peu lui demandés, sont démodés. Donc, pour éviter justement la discordance entre les outputs et les besoins du marché, l'entreprise se dote d'un système de régulation qui permet de corriger ces discordances entre les besoins du marché et les produits, les outputs de l'entreprise. Donc, ceci permettra à l'entreprise d'atteindre constamment ses objectifs. Elle doit être remise en question continuellement pour être au diapason des attentes de ses clients. Donc, la régulation peut se faire de 3 manières, à savoir le feedback, l'anticipation et
les indicateurs de mesure. Le premier mode de régulation, c'est le feedback. Alors, reprenons le schéma précédent. En effet, le feedback, c'est quoi? On appelle la rétroaction. C'est une action de retour sous forme de compte-rendu d'exécution qui est renvoyée par le receveur d'une consigne à l'expéditeur pour lui confirmer qu'il a comprise. Quand l'entreprise produit un bien ou un service, il le met sur le marché. C'est l'output. Maintenant, il doit suivre ce produit sur le marché. Il doit recueillir des informations sur son produit. Est-ce qu'il est encore demandé ou pas? Est-ce que le consommateur veut encore ce produit, apprécie encore ce produit ou non? Ce sont des informations qu'ils prennent sur ce produit sur le marché et qui reviennent à l'entreprise pour corriger s'il y a une correction, pour rendre le produit plus adapté au goût du consommateur. Et ceci se fait d'une manière continuelle par ce qu'on appelle le feedback ou l'effet de rétroaction. Donc l'analyse, une fois le feedback est là, l'entreprise doit prendre des actions de correction. Elle corrige ses outputs. Et donc, elle commence par ses inputs. Si elle achète un mauvais produit, si les matières premières ne sont pas de bonne qualité, elle doit le revoir. Si les machines ne sont pas de bonne qualité, elle doit les changer, etc., etc. Si nous prenons notre cas, le système que nous avons vu, il y a les inputs, le système, c'est la transformation, et puis il y a les inputs et les outputs. L'entreprise s'informe sur ces outputs, sur leurs caractéristiques et ce qu'ils sont demandés, puis elle revient par un système de feedback ici sur les inputs. Elle peut, par exemple, les matières premières ne sont pas de bonne qualité, elle doit les changer. Ou les machines ne sont pas de bonne qualité, elle doit acheter des machines qui répondent à une nouvelle technologie, etc. Et il va produire et mettre sur le marché. S'informer. S'il y a un autre gap, il revient. Et c'est comme ça. L'entreprise est en continuel mouvement d'interaction, de feedback, de dynamisme avec son environnement. Deuxième mode de régulation, après le feedback, il y a l'anticipation. C'est-à-dire que l'entreprise doit anticiper les besoins de régulation. Elle ne doit pas attendre jusqu'à ce que le problème se pose, mais elle doit anticiper. Prévoir les problèmes, les besoins de régulation, avant qu'ils ne se posent. En étudiant bien sûr l'environnement. Le troisième mode de régulation, après le feedback et l'anticipation, ce sont les indicateurs. Donc il s'agit de mesures qui permettent, ou sur la base desquelles, sont faites les actions correctives. Donc, comment mesurer, ou les outils de mesure qui permettent de servir de critères de correction. Exemple, le Pukayoke ou le zéro défaut, c'est un indicateur qui oblige les ingénieurs à faire des corrections par le contrôle à la base et non par le contrôle en fin de chaîne de production. Donc, on s'impose, on met en place des mesures
des critères de mesure sur lesquels les actions de correction vont se faire. Système organisé, régulé, ouvert, mais aussi système concret. L'entreprise est un système concret, car l'entreprise est concrétisée par les immobilisations, les équipements. Bon, c'est un système concret. Au sein d'une entreprise, on trouve des bâtiments, on trouve des équipements, des machines, donc c'est un système concret. Et aussi, l'entreprise est un système abstrait. Il est abstrait, pourquoi? Parce qu'il contient une culture. Il a une culture qu'on ne voit pas. Cette culture, c'est le mode de pensée de l'action d'une organisation. Comme les méthodes de production, c'est une culture. Les connaissances techniques, c'est une culture. Les coutumes et les habitudes au sein de l'entreprise, c'est une culture. Les objectifs, c'est une culture. C'est un mode abstrait. Les méthodes de rémunération, ce sont des méthodes abstraites également. Donc, la culture consolide l'esprit d'appartenance à l'entreprise. Donc, l'intérêt de la culture, c'est qu'il permet de cimenter les individus entre eux, sentent qu'ils appartiennent à une entité. Ils développent l'esprit d'appartenance à l'entreprise. Et cet esprit d'appartenance, c'est celui qui permet de maintenir justement les individus au sein de l'entreprise le plus longtemps possible, de travailler, de sentir que l'entreprise fait partie de leur vie familiale. Donc, c'est une famille, ils sont en famille, donc ils restent le plus longtemps possible. Et c'est un moyen important pour l'entreprise. Donc, l'esprit d'appartenance, justement, pousse les individus à mieux défendre l'entreprise. Car pendant longtemps, au moment de la révolution industrielle, il régnait dans l'entreprise une culture ouvrière qui considérait l'entreprise comme un moyen d'exploitation. Il excluait les objectifs, les valeurs, notamment le profit. Mais dans les années 80, les salariés se sont réconciliés avec l'entreprise, qui est considérée comme une communauté créatrice de richesse. C'est-à-dire un groupe humain qui sont réunis au sein de l'entreprise et qui doivent défendre l'entreprise. Ils ont des intérêts communs. C'est plus la culture d'auparavant, où on vient pour exploiter l'entreprise, essayer de tirer le maximum de profit et on s'en va. Et on s'en fout de l'entreprise. On ne s'intéresse pas à l'entreprise. Mais il y a un changement de culture, où l'entreprise est considérée comme un lieu d'appartenance, un lieu de vie commune, de communauté. Donc la culture d'entreprise, elle est formalisée par un projet d'entreprise. Sous forme de valeurs, sous forme d'objectifs, de stratégies, de vocation également. Donc, une valeur, c'est un principe auquel doivent se conformer les manières d'être ou d'agir et qui sont considérées comme idéales. On appelle ça une valeur. Donc, ces valeurs, ce sont les objectifs que l'entreprise se fixe.
Donc ça devient un moyen d'appartenance, une stratégie bien connue, bien élaborée. Donc ça devient un moyen, une culture. Et ces valeurs sont ensuite traduites en plans d'action évaluables. Donc les objectifs, la stratégie, la vocation sont traduites par la suite sous forme de plans évaluables. Et ces valeurs constituent une source de motivation pour les membres de l'organisation, surtout quand elles sont intégrées par ses membres, quand ils croient à ces valeurs. Donc, ils deviennent motivés. Donc, c'est un moyen de motivation des salariés ou des individus au sein de l'entreprise. Enfin, ou plutôt, sixièmement, l'entreprise est un système finalisé. C'est-à-dire finalisé, il a une finalité. Donc il y a des objectifs précis, fixés, et qui sont réalisés par des programmes d'action. Donc ces objectifs sont contrôlables, sont mesurables, avec des délais déterminés, par exemple la maximisation du profit ou du chiffre d'affaires, et ces objectifs sont atteints grâce à des programmes d'action établis. Aujourd'hui, donc l'entreprise est finalisée. Enfin, l'entreprise est un système dynamique, car l'entreprise évolue en permanence en fonction de l'évolution de son environnement. Et il est influencé par des événements qui provoquent, qui induisent des décisions, qui provoquent une rétroaction, un feedback avec l'environnement et le fonctionnement. Donc l'entreprise est en permanente évolution et interaction avec son environnement extérieur.